Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct d'Agrimax. Alors, on va traiter une question qui est importante. Ne pas compromettre l'avenir de son exploitation, de sa ferme, à cause d'une malheureuse chute de toit. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Multo. Lise, bonjour. Bonjour, Votre titre, vous êtes quoi? je suis conseillère énergie à la Chambre d'agriculture de Moselle. À vos côtés, David Riva. Même présentation, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour, David Riva, conseiller en prévention à la Caisse Assurance Accident Agricole de la Moselle. Et à ma droite, Gilles Delepeau. Donc Gilles Delepeau, je suis responsable du service prévention pour Groupama Grand Est. Alors, on parle des chutes de toit. Malheureusement, il y en a. Et peut-être, David, vous avez quelques chiffres à nous donner. Alors oui, malheureusement, il y en a. Effectivement, donc au niveau national, donc, les chutes de hauteur représentent la deuxième cause d'accidents mortels au niveau, pour l'ensemble de la filière agricole. Et concernant plus spécifiquement les toitures, sur les 4 départements lorrains, lors de ces 12 dernières années, donc, on a recensé 11 accidents mortels. Donc c'est malheureusement c'est pratiquement un accident par an, hein, quasiment. Donc à chaque fois, effectivement, ce sont des exploitants agricoles qui sont intervenus sur leur toiture pour procéder à des réparations sur des plaques fissurées ou endommagées et qui ont malheureusement chuté en passant au travers leur toiture. C'est des accidents qui, bien entendu, c'est des véritables drames sur le plan humain, hein, et sur le plan familial. Et c'est des accidents qui ont également des coûts très très importants, hein, puisque en moyenne, le coût moyen d'un accident du travail avec arrêt par chute de hauteur est de 69 000 €, ce qui est quand même assez significatif. Mais en fonction de la gravité de l'accident, on peut aller, et on a l'exemple actuellement avec un accident du travail qui s'est produit au mois de juin en Moselle. On peut aller sur des sommes qui peuvent aller jusque de 600 à 800 000 € sur les 12 mois. Voilà, donc c'est vrai que... Alors ce qu'on note aussi aujourd'hui, c'est que les situations d'exposition évoluent, puisque jusqu'à maintenant les accidents se sont plutôt produits sur des toitures, on va dire plutôt relativement anciennes, pour lesquelles il y avait des réparations à effectuer. Et là, on a une situation d'exposition qui évolue aujourd'hui avec des exploitants, mais on va y revenir, je crois, qui procèdent à des travaux de remplacement de toiture avant la pose de panneaux. Et malheureusement, on voit notre accidentologie évoluer dans ce domaine. On a malheureusement eu, au niveau du département de la Moselle également, un accident mortel qui s'est produit au mois de juillet avec un jeune chef d'exploitation de 33 ans qui est décédé lors de ce type de travaux. Alors vous avez dit c'est un coût humain, c'est un coût pour la société aussi. Vous avez cité quelques causes. C'est quoi? Une mauvaise organisation, manque d'anticipation? Alors c'est toujours multifactoriel, mais effectivement, on retrouve principalement des raisons autour de l'organisation du travail, hein, avec une organisation qui n'est pas forcément toujours bien réfléchie en amont. On est plutôt sur une organisation qui va se définir au fur et à mesure de l'avancée du chantier, et qui ne permet pas d'anticiper en fait la disponibilité en moyens nécessaires et adaptés pour réaliser le chantier en sécurité. Et donc on retrouve souvent effectivement ce problème-là. On retrouve le problème du matériel disponible pour réaliser le chantier en sécurité. On retrouve également des problématiques autour de l'absence de protection qui permettent de limiter le risque de chute. Je pense notamment aux équipements de protection individuelle qui sont malheureusement souvent encore pas assez portés. L'absence de filets de sécurité en sous-toiture éventuellement. Et puis le dernier facteur qui joue aussi et qui explique les raisons des difficultés que je viens de citer, hein, c'est souvent l'absence de formation de la part des personnes concernées qui du coup n'ont pas forcément toujours connaissance à la fois des moyens pour faire et aussi, quand ils en ont connaissance, parfois de comment les utiliser. Alors on reviendra justement à la fin en détail sur toutes ces solutions pour justement prévenir les risques. Mais juste avant, on n'est pas toujours couvert si on chute d'un toit. Alors si on chute de notre toit, effectivement, alors il y a la couverture assurantielle. Alors déjà, il faut savoir qu'une chute en hauteur, parce qu'il n'y a pas que les chutes de toit, il y a les chutes en hauteur, hein, on peut aussi faire des lagages. En moyenne, c'est 4 mois d'arrêt. Donc 4 mois d'arrêt, ça peut avoir des conséquences diverses. Sachant que si on est employeur, on a une obligation aujourd'hui. Hein, le Code du travail encadre justement le travail en hauteur. Le Code du travail également oblige les employeurs à mettre en sécurité donc, ses salariés. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils puissent identifier le risque, l'analyser, proposer des formations et d'informations qu'on vient de voir et de proposer bien sûr les solutions qui vont avec.
Le risque que vous pouvez avoir, il est double. Il est bien sûr sur le plan corporel, où vous allez devoir indemniser en fait cet arrêt de travail. Donc si vous êtes employeur, il faut que vous puissiez indemniser votre salarié, sachant que si vous ne faites pas les démarches nécessaires d'encadrement de sécurité aujourd'hui de vos employés, vous pouvez être recherché en ce qu'on appelle sur la faute inexcusable, c'est-à-dire que vous êtes en défaut par rapport à votre responsabilité d'employeur. Donc l'employé peut demander une indemnisation supplémentaire aujourd'hui pour cet accident de travail. Ça peut avoir des conséquences très lourdes, hein, vous l'avez dit, en termes financiers, c'est-à-dire que ça peut être plusieurs mois des arrêts, ça peut être un handicap à vie sur lequel vous allez devoir indemniser et apporter une indemnisation mensuelle. Ça peut être, si vous êtes votre propre employeur, là vous n'êtes pas soumis à cette réglementation du travail de la même manière, mais néanmoins, il faudra indemniser quand même votre temps perdu. Donc là, il va falloir un contrat d'assurance de prévoyance qui vous permettra de toucher une indemnité malgré cet arrêt. Et puis, bien évidemment, vous avez une perte en fait de votre emploi qui est possible, qu'il faudra amener à indemniser, donc en responsabilité civile et en dédommagement corporel. Voilà, donc il faut bien vérifier dans ces contrats d'assurance, notamment dans le contrat d'assurance responsabilité civile, que vous ayez ces couvertures. Voilà. Alors, il y a un risque aussi qui n'est pas assurable. Il est assurable pour votre défense, mais pas pour les indemnités, dans le domaine pénal. C'est-à-dire que si l'accident est suffisamment grave sur lequel on peut prouver que vous avez été totalement négligent, je dis bien totalement négligent, c'est-à-dire que vous n'avez fait aucune recherche de mise en sécurité de vos salariés et d'analyse du risque, vous pourriez être personnellement ou même votre exploitation en tant que personne morale reconnue responsable pénalement. Et là, l'assureur ne peut pas remplacer et ne peut pas vous indemniser pour une condamnation pénale. Donc conséquences financières, conséquences humaines, conséquences juridiques, conséquences pour l'avenir de son exploitation, tout ça parce que en quelques secondes peut se passer justement l'irréparable. On parle beaucoup des chutes, mais sur les toits, il y a aussi d'autres risques, notamment le risque amiante. Alors sur les toits, effectivement, comme disait monsieur, c'est souvent on démonte des toits très anciens dans lesquels on peut avoir des panneaux amiantés, hein, les fameux fibros avant 91, qui posent. Alors déjà, il est interdit aujourd'hui de démonter des panneaux par des employés qui ne seraient pas formés en fait au risque amiante. Donc il faut être extrêmement prudent, sachant que l'amiante, il y a eu un procès de longue date qui a amené à des indemnisations. Donc il faut prendre toute disposition. Le conseil que je donnerais s'il y a de l'amiante, c'est de surtout pas y toucher et de faire appel à des sociétés spécialisées dans le domaine, parce qu'il va falloir bien sûr les enlever et travailler dessus, mais après il va falloir retraiter cette amiante. Voilà. On peut aussi être recherché en responsabilité pour des stockages d'amiante à un endroit donné qui pourraient avoir des conséquences sur d'autres personnes qui seraient appelées à manipuler. Lise, dans votre quotidien en tant que conseillère, vous constatez que les agriculteurs sont amenés à monter sur les toits ? Oui, et ça va en parallèle avec le développement des projets solaires. On le voit de plus en plus. Chez nous en Moselle et même Grand Est, l'évolution sur la période 2022-2023, on est à plus 40% dans le développement de ces projets-là. Donc c'est dans l'air du temps, on le voit. Et en effet, la question de rénover son toit se pose. Alors pour des soucis d'ordre économique, bien sûr, on l'entend. Donc pour réaliser des études de faisabilité, nous ce qu'on constate c'est que sur un fibro non amianté, le coût et le pourcentage de la dépose dans l'investissement total d'une centrale solaire représente 5%. Et quand il est question d'amiante, on est à 15%. Donc je parle juste de la dépose, sans la pose de bac acier derrière. Quand on pose du bac acier, le ratio il est à 15 et 30% par rapport à l'investissement. Mais bon, on peut se poser la question de, au vu de ces pourcentages, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque ? Et peut-être plus le raisonner en se disant que le solaire va être une manne financière aussi dans le développement de ce projet. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'argent issu de la production électrique ne peut pas venir financer une dépose, une rénovation de toit, repartir avec une nouvelle couverture et un toit flambant neuf sans prendre de risques. Tout ça, vous dites qu'aujourd'hui, il faut déléguer à d'autres, à des entreprises spécialisées. C'est le message qu'on essaie de faire passer, oui, lors de nos formations aux agriculteurs. Après, bien évidemment, certains le feront quand même, mais si jamais le risque doit être pris,
que ce soit fait avec un maximum de sécurité. David, si jamais il faut quand même monter sur le toit parce que l'agriculteur se dit j'y vais, comment on procède en toute sécurité? Alors, comment on procède? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc l'organisation du travail, elle est vraiment importante. Alors c'est vrai que sur des démontages intégral de toiture, c'est plus facile parce que souvent on est sur des bâtiments qui sont vidés au préalable, donc on a la possibilité de pouvoir circuler plus facilement à l'intérieur avec des moyens d'élévation en hauteur, type nacelle et autres. Voilà, alors chaque situation est différente et c'est vraiment, il faut l'analyser au cas par cas. Parce que selon la configuration du bâtiment, selon les accès, selon le type de fixation des plaques sur la toiture, les modes opératoires peuvent être complètement différents. Il y a certaines situations où on va intervenir plutôt préférentiellement par l'intérieur, le dessous du bâtiment, le dessous de la toiture. Et dans d'autres circonstances, on sera peut-être amené à devoir intervenir par le dessus. Et en fonction en fait, des conditions d'environnement de travail, le mode opératoire sera différent et donc ça nécessitera de devoir recourir selon les situations à des matériels complètement différents. Donc moi ce que je conseille aujourd'hui c'est plutôt effectivement bien entendu comme vient de le dire Lise, d'éviter de le faire et surtout de faire appel à des prestataires plutôt qui ont les compétences, les qualifications pour faire ce type de travail. Mais si vraiment, toutefois, la décision est prise d'intervenir, alors à ce moment-là, de s'entourer aussi des personnes qui peuvent les aider à organiser ce chantier-là, à leur donner les outils et leur dire un petit peu quels sont les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir réaliser ce chantier en sécurité, et y compris sur les accompagnements financiers qui peuvent être aussi proposés pour ce type de travail. Oui, puis on trouve du matériel qui se loue à un coût quand même abordable aujourd'hui, des nacelles par exemple. Oui, alors tout à fait. C'est l'exemple typique, la nacelle c'est pas le télescopique, qui est souvent malheureusement utilisé dans les exploitations agricoles. La nacelle, ça permet, on a quelque chose qui est conforme aux exigences réglementaires. On a quelque chose qui qui offre des possibilités d'accès en hauteur qui sont complètement différentes, d'un télescopique classique, bien entendu. Quelques centaines d'euros par jour. Voilà, et le coût, il n'est pas excessif. Le coût, c'est 80 à 100 euros par jour en fonction du modèle sur lequel on va opter. Là, et c'est l'analyse du chantier qui va le déterminer, on va dire. Hors frais de transport. Mais après, selon les conditions, on peut peut-être aller les chercher. Et c'est pas forcément des outils qui sont très très compliqués à utiliser. Donc effectivement, et c'est des outils qui seront peut-être plus facilement, amortissables sur une durée de chantier. Là aussi, si on s'organise correctement. Parce qu'on ira beaucoup plus vite pour faire le chantier. Exactement. Les filets, vous avez parlé aussi des filets de sécurité, ça c'est important. Oui, tout à fait. Ça fait partie notamment pour le remontage. Ça peut être intéressant ça peut être même nécessaire de faire une pose de filet préalable qui peut être posée par des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine. Et là aussi, c'est pas non plus très excessif en termes de coûts. Mais souvent on a dans l'imaginaire des notions de coût qui ne sont pas forcément celles de la réalité, quoi. Et pour finir, la formation, Gilles. Alors, comme je disais tout à l'heure, avec le Code du travail qui exige aujourd'hui de donner aux salariés toute la sécurité pour effectuer ces travaux en hauteur, donc il y a l'analyse du risque, mais il y a aussi la formation. À Groupama Grand Est, on a fait le choix aujourd'hui d'un partenariat avec Agora Formation, qui sont des spécialistes aujourd'hui de la sécurité au travail, pour donner la possibilité de former les exploitants sur justement ces travaux en hauteur. Alors, une formation, ça consiste déjà à expliquer la réglementation, d'analyser les situations, parce qu'il y a travail en hauteur et travail en hauteur. C'est-à-dire que si on va élaguer un arbre, ce n'est pas enlever des panneaux photovoltaïques ou enlever des panneaux fibro, suivant le type de sol que l'on va utiliser. Donc, ça permettra d'analyser. D'apporter aussi la formation à ses salariés ou à soi-même, si on a besoin. Et puis les EPI, sachant que les EPI, qui sont les équipements de protection individuelle, notamment au niveau des harnais, c'est-à-dire que tous les harnais ne sont pas adaptés aujourd'hui pour les travaux en hauteur. Et puis également, après, tout ce qui est sécurisation pour éviter la chute, ou s'il y a chute, pour retenir la personne, avec des harnachements et des points d'ancrage, ou avec des barrières de sécurité et des garde-corps. Donc tout ça, c'est expliqué. Ça permet de mieux comprendre, en fait. Donc, puisque
Le code de travail demande, quelle que soit la situation, d'analyser la situation sur le risque, de former les personnes, de fournir les EPI et d'encadrer en fait le jour des travaux. Ça va même d'ailleurs jusqu'à aussi préparer en cas d'accident, d'avoir un plan de prévention et de sécurisation si jamais l'accident doit arriver pour que les secours soient informés et qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Donc la formation comprend tous ces volets-là pour donner en fait toutes les notions et donner aux chefs d'exploitation en fait toutes ces notions pour sécuriser au maximum ces travaux en hauteur. David, ces formations, vous les connaissez? Alors oui, effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est vrai qu'historiquement, c'est toujours, on a toujours eu des difficultés pour mobiliser, on va dire, notre population agricole sur le thème de la formation sur les travaux en hauteur. Et donc, c'est vrai qu'on avait décidé conjointement d'organiser il y a 2 ans donc un partenariat pour essayer de mobiliser chacun nos réseaux, nos compétences, nos forces, pour essayer de mobiliser un maximum notre population agricole sur la thématique du risque de chute de hauteur. C'était plutôt un partenariat novateur, parce que je ne connais pas d'autres partenariats de ce niveau-là au niveau national. Et c'est un partenariat qui a été particulièrement efficace, parce que c'est un partenariat qui nous a permis de former, d'organiser 10 sessions de formation et de former une centaine d'exploitants agricoles au risque de chute de hauteur. Donc c'était plutôt très bien. Il faut qu'on continue. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire, on le voit malheureusement au travers notre accidentologie qui est toujours présente. On a des sessions qui sont prévues cet hiver, voilà, donc avis aux amateurs. Alors, oui, c'est aussi une formation qui a un volet théorique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet pratique. C'est-à-dire quand il y a un camion spécialisé avec des mises en situation pratiques pour que les personnes puissent en fait vivre en réel aujourd'hui ces situations de travail en hauteur. Alors, on vous le dit, il ne faut pas compromettre l'avenir de sa ferme par une erreur, qui est une erreur bête. Il faut déléguer au maximum, et on le sait aujourd'hui avec le photovoltaïque, il y a des possibilités. Il faut surtout s'organiser, il faut utiliser des matériels qui sont adaptés et il faut effectivement se former. Voilà, merci à vous d'être venu ici sur ce plateau en direct d'Agrimax. Et puis aussi, merci à vous.